dans les contreforts isolés des Blue Ridge Mountains, où la nature sauvage rencontre la solitude, Jem, une femme compatissante, vivant près d'une zone boisée, a remarqué qu'un lynx roux apparaissait régulièrement près d'eux. Chez elle, consciente de sa nature prudente, elle a tranquillement commencé à laisser de la nourriture pour aider l'animal. À mesure que l'hiver se faisait plus intense, les visites du lynx roux devenaient plus régulières. Un échange silencieux entre une femme et un lynx roux. Mais un matin de janvier, après une tempête dévastatrice, tout a changé. Un bruit désespéré grattait à la porte de Jem. Sur son porche se tenait le lynx roux. Mais elle n'était pas seule. À ses pieds gisait un petit chaton blessé, amené délibérément à l'humain qu'elle avait appris à observer avec prudence. Que feriez-vous si une mère lynx désespérée se présentait à votre porte pour demander de l'aide humaine pendant une tempête de neige? C'est l'histoire d'une confiance extraordinaire forgée dans le désert. Un appel silencieux qui a traversé le fossé entre les espèces et un choix qui allait changer des vies pour toujours. Avant de commencer, cliquez sur le bouton j'aime et assurez-vous de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et appuyez sur cette cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Le soleil du matin filtrait à travers les grands pins, entourant la cabane isolée de Jem Carter, dans les contreforts des Blue Ridge Mountains en Caroline du Nord. À 42 ans, Jem a laissé derrière elle une carrière réussie mais insatisfaisante des avocate d'entreprise à Charlotte pour poursuivre son rêve de toujours, la photographie animalière. 3 ans après le début de sa nouvelle vie, elle avait publié 2 livres de photographie de nature bien accueillis et travaillait sur un 3e, axé sur la faune insaisissable de la nature sauvage des Appalaches. L'ancienne cabane de sa grand-mère, rénovée avec des équipements modernes, mais conservant son charme rustique, se trouvait sur 20 acres de propriétés boisées. Isolement convenait parfaitement à Jem. Son voisin le plus proche se trouvait à 3 kilomètres sur le chemin de terre sinueux, et la petite ville de Piney Creek était à 48 kilomètres en voiture. Ici, entourée des sons de la nature, plutôt que des klaxons et des bavardages du bureau, elle avait trouvé la paix qu'elle recherchait. Le rituel matinal de Jem reste inchangé, quel que soit le temps ou la saison. Elle se levait avec le soleil, préparait une bonne tasse de café et s'asseyait sur son porche enveloppant, observant la forêt. S'éveillait. Son appareil photo reposait toujours sur la petite table à côté de sa chaise à bascule, prêt à capturer tout ce qui l'intéressait. Ce rituel matinal lui avait donné quelques-unes de ses photographies les plus précieuses. Un renard avec ses petits, une famille de ratons laveurs lavant leur petit déjeuner dans le petit ruisseau qui traversait sa propriété et d'innombrables oiseaux, des cardinaux, bus à queue rousse. C'est lors d'un matin de début octobre, alors que les montagnes explosaient de couleurs d'automne, que Jem a repéré le lynx roux pour la première fois. Le chat sauvage était apparu au bord de la clairière entourant sa cabane. Son pelage fauve tacheté de taches noires se fond parfaitement avec les feuilles tombées. Jem s'était figé à mi-gorge, veillant à ne pas faire de mouvements brusques qui pourraient effrayer la créature. Lentement, elle avait pris son appareil photo et avait pris une série de photos tandis que le lynx roux surveillait la zone avec des yeux alertés, intelligents avant de disparaître dans les sous-bois. La rencontre a duré moins d'1 minute, mais elle a rempli Jem d'une joie indescriptible. Les lynx roux étaient des créatures notoirement timides, rarement vues
par les humains malgré leur présence relativement courante dans la nature sauvage des Appalaches. Avoir une aventure si proche de sa cabine était extraordinaire. Au cours de la semaine suivante, le lynx roux est apparu 3 fois de plus, toujours à l'aube, en gardant toujours une distance prudente avec la cabine. Jem commença à remarquer des schémas dans son comportement, comment il émergeait du même groupe de rongeurs, comment il s'arrêtait pour sentir l'air, comment ses oreilles se piquaient au moindre bruit provenant de la cabine. Tu es une belle fille, n'est-ce pas? Jem chuchota après avoir observé le lynx roux pendant près de 2 semaines. La taille légèrement plus grande de l'animal et sa façon de se déplacer suggéraient qu'il s'agissait d'une femelle, peut-être une jeune adulte. À travers son téléobjectif, Jem pouvait voir que le chat était maigre, peut-être trop maigre. L'hiver qui approche sera difficile pour de nombreuses créatures des bois, mais surtout pour les prédateurs si les proies se font rares. Prenant une décision qui allait à l'encontre des principes conventionnels de gestion de la faune, mais qui suivait son cœur, Jem a commencé à laisser de petites quantités de nourriture, principalement du poulet cru, au bord de la clairière. Elle l'a placé suffisamment loin de la cabane pour ne pas effrayer le lynx roux, mais suffisamment près pour qu'elle puisse l'observer. Depuis son porche, les premières offrandes ont disparu pendant la nuit, emportées par des ratons laveurs, ou des opossums, soupçonnait Jem. Mais le 5e matin, elle vit le lynx roux s'approcher prudemment de la petite assiette, renifler le poulet avec hésitation, puis le consommer rapidement avant de se retirer dans la sécurité de la forêt. Voilà, dit doucement Jem. Juste un peu d'aide pendant elle. Hiver. L'alimentation est devenue une partie de la routine de Jem. Elle a pris soin de ne pas en donner trop, juste assez pour compléter le régime alimentaire naturel du lynx roux, et non pour le remplacer. Elle a effectué des recherches approfondies sur les lynx roux et a consulté par courrier électronique un biologiste de la faune de l'Université d'État sur l'éthique et les aspects pratiques de ces actions. Une alimentation complémentaire limitée n'est pas idéale, mais ne créera probablement pas de dépendance si elle est effectuée correctement. Le docteur Eleanor Martin a répondu « Gardez-le minimal et irrégulier et maintenez absolument vos distances à tout moment, pour votre sécurité et pour éviter le comportement sauvage continu des lynx roux. » Jem a suivi ce conseil méticuleusement. Parfois, elle laissait de la nourriture, parfois non. Elle n'a jamais tenté d'approcher le lynx roux ni de l'encourager à se rapprocher de la cabane. Leur relation, si l'on peut l'appeler ainsi, était faite de respect mutuel et de distance. Alors que novembre se transformait en décembre, et que les premières chutes de neige recouvraient les montagnes, les visites du lynx roux devenaient plus régulières. Jem a commencé à remarquer des changements subtils dans le comportement du chat sauvage. Bien que toujours prudent, il s'attardait plus longtemps dans la clairière, s'asseyant parfois sous le faible soleil d'hiver après avoir consommé la nourriture que Jem avait laissée. Une fois, il est même resté là quand Jem est monté sur le porche, la regardant simplement avec ses yeux ambrés intenses avant de se retirer sans hâte dans la forêt. Je pense que nous devenons amis, a déclaré Jem à sa sœur Kate, lors de leur appel téléphonique hebdomadaire. Eh bien, pas exactement des amis, plutôt des coexistants pacifiques. Kate a ri. Il n'y a que toi pour utiliser un mot comme coexistant, Jamie. La plupart des gens ont des chats ou des chiens comme animaux de compagnie. Tu sais,
des animaux domestiques normaux, qui n'ont pas de griffes qui pourraient t'éventrer. Ce n'est pas un animal de compagnie, corrigea Jem. Fermement. C'est un animal sauvage qui accepte parfois ma nourriture. Il y a une énorme différence. Tu l'as nommé. Non, je ne l'ai pas nommé. Serait allé trop loin. Mais oui, je suis presque sûr que c'est une femelle. Jem marqua une pause, se demandant si elle devait partager sa dernière observation. Et je pense qu'elle pourrait être mère. Une mère. Il y a des bébés lynx roux quelque part. Probablement un seul. J'ai vu des traces dans la neige, un ensemble plus petit, à côté des siennes, mais je n'ai pas encore vu le chaton. Les mères lynx roux sont extrêmement protectrices et elles ne risqueraient pas d'amener leur petit près d'un humain. Ce fait a fait que Jem a encore plus respecté le lynx roux. Bien qu'elle accepte la nourriture d'un humain, la chatte sauvage conserve sa lassitude naturelle, notamment à l'égard de sa progéniture. C'était exactement comme cela aurait dû être. L'hiver s'est intensifié, apportant de fortes chutes de neige et des températures qui ont chuté bien en dessous de 0. Jem a légèrement augmenté la fréquence de ses offrandes de nourriture, inquiète de la façon dont le lynx roux et son chaton invisible se débrouillaient dans les conditions difficiles. Elle a commencé à laisser la nourriture dans un petit abri en bois qu'elle a construit au bord de la clairière. Rien d'élaboré, juste une simple structure à 3 côtés qui offrait une certaine protection contre les éléments. Le mois de janvier a été marqué par une tempête hivernale particulièrement violente, avec des accumulations de neige de plus de 60 cm et des vents froids qui ont rendu toute aventure en plein air dangereuse. Pendant 3 jours, Jem est resté à l'intérieur, alimentant constamment son poêle à bois, pour garder la cabane au chaud. Contre le vent hurlant, elle s'inquiétait pour le lynx roux et son chaton, espérant qu'ils avaient trouvé un abri adéquat dans une bûche creuse ou un terrier abandonné. Lorsque la tempête est finalement passée et que le ciel s'est dégagé, Jem a attendu à travers la neige profonde pour placer de la nourriture dans elle. Abri. À son grand soulagement, de nouvelles traces sont apparues le lendemain matin, indiquant que le lynx roux avait survécu à la tempête. Mais quelque chose était différent. Les traces semblaient erratiques. Pas l'approche directe et la retraite habituelle. Et il n'y avait qu'un seul jeu d'empreintes. Aucun signe des petites traces qui accompagnaient habituellement les mères. Où est ton petit? Jem murmura, étudiant la zone à travers ses jumelles depuis le porche. Cette question l'a hanté tout au long de la journée alors qu'elle éditait des photos et correspondait avec son éditeur au sujet du livre à venir. La réponse est arrivée le lendemain matin d'une manière que Jem n'aurait jamais pu anticiper. Elle était à son bureau en train de répondre à ses emails, lorsqu'un bruit étrange provenant du porche a attiré son attention. Ce n'étaient pas les bruits habituels de la forêt, pas les mésanges à la mangeoire ni le vent dans les pins. C'était un bruit délibéré, presque comme un grattement à la porte. S'approchant prudemment de la fenêtre, Jem regarda dehors et halta. Le lynx roux était sur son porche, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Mais ce qui la choqua vraiment, c'était ce qui se trouvait au pied du chat sauvage. Une petite forme débraillée que Jem reconnut instantanément comme un chaton lynx roux, sa fourrure emmêlée de neige et de glace. Oh mon Dieu! Murmura Jem, le cœur battant la chamade. La mère lynx la regardait directement à travers la fenêtre.
ses yeux ambrés semblant communiquer. Un appel désespéré. Puis, avec un léger souffle, le chat sauvage recula de plusieurs mètres, observant toujours attentivement la cabane. L'esprit de Jem s'emballa. Cela allait à l'encontre de tout ce qu'elle savait sur le comportement des animaux sauvages. Une mère lynx roux devrait protéger son chaton dans une tanière sécurisée et non l'emmener dans une habitation humaine. Quelque chose n'allait vraiment pas. Se déplaçant lentement pour ne pas effrayer la mère lynx roux, Jem ouvrit la porte. Juste assez pour voir le chaton plus clairement. Il restait immobile, à l'exception du léger mouvement de sa petite poitrine. L'une de ses pattes arrière était tordue à un angle anormal et du sang séché s'accumulait sur la fourrure autour d'une blessure visible. La mère lynx roux est restée au bord du porche, le corps tendu, les oreilles aplaties, clairement mal à l'aise avec sa proximité avec la cabane, mais ne voulant pas abandonner sa progéniture blessée. « Tu veux que je t'aide ?» Jem réalisa, à haute voix. Les oreilles du lynx roux tressaillirent au son de sa voix, mais il ne recula pas. « Tu me fais confiance pour aider ton bébé. » Cette prise de conscience fit monter les larmes aux yeux de Jem. Cette créature sauvage, suivant un instinct insondable, avait amené son chaton blessé à la seule source d'aide potentielle à des kilomètres à la ronde. L'humain qui l'avait nourri pendant les mois d'hiver. Le premier appel de Jem a été adressé au docteur Elané Martin, le biologiste de la faune qu'elle avait consulté plus tôt au sujet de l'alimentation du lynx roux. C'est un comportement sans précédent, a déclaré Jamie. Le docteur Martin après avoir entendu la situation. Mais si le chaton est blessé, et que sa mère l'a amené jusqu'à votre porte, le temps est crucial. Le fait qu'elle autorise cette interaction suggère que l'état du chaton est désastreux. Que dois-je faire? Le centre de réhabilitation de la faune le plus proche est à 3 heures de route, et les routes sont encore à peine praticables après la tempête. Je peux appeler à l'avance pour les préparer à votre arrivée, mais nous devons d'abord contenir le chaton en toute sécurité pour le transport. Le docteur Martin marqua une pause. C'est la partie difficile. Vous devrez séparer le chaton de la mère. L'estomac de Jem hocha la tête à cette pensée. Comment puis-je faire cela sans me faire attaquer et sans les traumatiser tous les deux? Le comportement de la mère est déjà si inhabituel qu'il est difficile de prédire sa réaction. Mais si elle vous a vraiment amené le chaton pour obtenir de l'aide, il y a une chance qu'elle autorise elle. Intervention. Le docteur Martin a fourni des instructions détaillées sur la manière d'approcher et de contenir en toute sécurité le chaton blessé, en soulignant la nécessité d'un équipement de protection et de mouvements prudents, armé de gants en cuir épais, d'une serviette douce et d'une cage de transport pour animaux qu'elle gardait pour transporter les oiseaux blessés au centre de la faune. Jem s'est préparée mentalement à la tâche à venir. Elle a placé une petite quantité de nourriture au bout du porche, espérant distraire momentanément la mère lynx roux. La mère sauvage regarda avec une concentration intense Jem sortir lentement de la cabine, son langage corporel communiquant à la fois la peur et une étrange détermination. Lorsque Jem s'est approché du chaton blessé, la mère lynx roux a grogné dans sa gorge, mais n'a pas chargé ni attaqué. Au lieu de cela, elle marchait anxieusement au bord du porche, son regard alternant entre son chaton et elle. Humain qui s'approchait. C'est bon, murmura Jem, même si elle savait que ces mots ne signifiaient rien pour le chat sauvage.
Je vais aider ton petit. Je te le promets. Les mains tremblantes, Jem enroula délicatement la serviette autour du petit chaton inerte. Il n'opposa aucune résistance, les yeux fermés, et la respiration laborieuse. La mère lynx émit un miaulement étranglé qui brisa le cœur de Jem, mais ne l'empêcha pas de s'en mêler. Je sais, dit Jem d'une voix apaisante, les larmes aux yeux tandis qu'elle soulevait délicatement le chaton. Je prendrai bien soin de lui. Je te le promets. Le sexe était une supposition. Elle ne pouvait le dire et ne vérifierait pas maintenant, mais le mot, lui, semblait juste. Déposant délicatement le chaton emmitouflé dans la cage de transport, Jem recula vers la porte de la cabane. La mère lynx roux suivit quelques pas, émettant toujours des cris de détresse. Puis s'arrêta, apparemment partagée entre suivre son chaton et se réfugier en sécurité dans la forêt. Je le ramènerai, dit Jem, pleinement consciente que la promesse pourrait être impossible à tenir. Les blessures du chaton semblaient graves, et même s'il survivait, il pourrait être impossible de le relâcher dans la nature. Mais, à cet instant, elle avait autant besoin de prononcer ces mots qu'elle imaginait que la mère lynx roux avait besoin de les entendre. Le trajet de 3 heures jusqu'au centre de réhabilitation de la faune de Blue Ridge fut tendu et périlleux. Les routes principales avaient été déneigées, mais les plaques de verglas rendaient la conduite dangereuse, et les petites routes menant de la cabane de Jem à l'autoroute étaient difficilement praticables. Tout au long du trajet, elle parla doucement à la cage de transport assise sur le siège passager, où le chaton restait immobile, à part sa respiration superficielle. « Reste avec moi, petit » insistait-elle chaque fois qu'elle jetait un coup d'œil pour vérifier sa précieuse cargaison. « Ta mère m'a fait confiance avec toi. Ne me fais pas rompre ma promesse envers elle. » Le docteur Martin avait effectivement appelé à l'avance. Et le personnel attendait lorsque Jem est arrivé au centre de la faune. Le petit chaton lynx roux, dont il a été confirmé qu'il s'agissait d'un mâle et dont l'âge est estimé à environ 5 mois, a été immédiatement emmené pour examen et traitement d'urgence. Il a une fracture ouverte du tibia et du péroné. Le docteur Whittaker, vétérinaire spécialisé dans la faune indigène, a expliqué cela lorsqu'il est sorti de la salle de traitement 2 heures plus tard. On observe également des signes d'hypothermie et de malnutrition. Mais il est jeune et malgré tout, assez fort. Survivra-t-il? Jem a demandé, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Le docteur Whittaker hocha la tête. Avec prudence. Je crois que oui. Oui. Mais son rétablissement sera long et la question se pose de savoir s'il pourra être relâché dans la nature après une blessure aussi grave et un contact humain prolongé. Pendant sa rééducation, Jem pensait à la mère lynx roux, probablement toujours en train de patrouiller près de sa cabane, attendant le retour de son chaton. J'ai promis à sa mère que je le ramènerai. L'expression du vétérinaire s'adoucit avec sympathie. Je comprends le lien émotionnel que vous ressentez, mademoiselle Carter, et ce que vous avez décrit. Une mère lynx roux qui amène son chaton blessé à un humain pour obtenir de l'aide est extraordinaire. Mais nous devons considérer ce qui est le mieux pour le bien-être à long terme du chaton. Jem hocha la tête, comprenant la réalité de la situation. Que se passe-t-il? Maintenant, nous plâtrerons la jambe, traiterons les parasites et commencerons un régime alimentaire. Pour remédier à la malnutrition, il devra rester ici.
sous observation pendant au moins 2 semaines. Après cela, le docteur Whittaker a hésité. Eh bien, nous avons plusieurs options à discuter en fonction de la progression de son rétablissement. Cette nuit-là, dans un motel près du centre de la faune, Jem a appelé sa sœur pour lui raconter toute l'histoire. « Tu te moques de moi, dit Kate quand Jem eut fini. Un lynx roux sauvage amené son bébé à votre porte pour demander de l'aide. Comme quelque chose sorti d'un film Disney. Pas de la vraie vie. Je sais ce que ça donne, répondit Jem en regardant par la fenêtre du motel. Le ciel étoilé, tellement semblable à la vue depuis le porche de sa cabane. Mais le docteur Martin déclare, bien que cela soit extrêmement rare, il existe des cas documentés d'animaux sauvages cherchant de l'aide humaine lorsqu'ils sont en détresse. Le fait que je les nourris, établissant ainsi un modèle d'interaction non menaçante, a peut-être créé juste assez de confiance pour qu'elles prennent ce risque désespéré. Que arrive-t-il au chaton maintenant et à la mère? Jem soupira, le poids de la responsabilité pesant sur ses épaules. Le chaton, j'ai commencé à l'appeler Milo dans ma tête, restera au centre de rééducation jusqu'à ce que sa patte guérisse. Après cela, ils évalueront s'il peut être relâché dans la nature. Et s'il ne le peut pas, ils chercheront un sanctuaire animalier qui pourra lui fournir des soins permanents. Jem s'arrêta, réfléchissant à quelque chose à laquelle elle avait pensé pendant le long trajet. Ou quoi? Kate a été incitée. Ou je pourrais demander à lui fournir un foyer. Le centre dispose d'un programme permettant aux rééducateurs d'animaux sauvages former des héberger des animaux indigènes non relâchables. Il faudrait que je suive des cours, que j'obtienne une certification, que je construise des enceintes appropriées, mais c'est possible. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Tu es sérieux à ce sujet, dit finalement Kate, son ton indiquant la surprise plutôt que le jugement. J'ai fait une promesse, Kate, à une mère qui m'a confié son enfant, alors qu'elle n'avait personne d'autre vers qui se tourner. Je ne prends pas cela à la légère. Au cours des semaines suivantes, Jem a partagé son temps entre sa cabane et le centre de la faune, effectuant un trajet de 3 heures tous les quelques jours pour vérifier les progrès de Milo. Le chaton répondait bien au traitement, sa patte fracturée guérissait correctement dans son petit plâtre, son poids augmentait régulièrement grâce au régime spécialisé fourni par le personnel du centre. Lors de ses visites, Jem a observé les protocoles minutieux suivis par le personnel de réadaptation pour minimiser l'empreinte humaine en utilisant un équipement d'alimentation spécialisé qui empêchait Milo d'associer les humains à la nourriture en limitant le contact direct et en l'exposant aux éléments naturels et aux sons de son environnement d'origine. Mais malgré ces précautions, il est devenu de plus en plus évident que le jeune âge de Milo, au moment de la blessure, combiné à intervention humaine importante nécessaire à son rétablissement, affectait sa trajectoire de développement. Bien qu'il ait conservé de nombreux instincts sauvages, il n'a montré aucune réaction de peur envers les humains qui serait nécessaire pour une réintroduction réussie dans la nature. Il approche d'une fenêtre de développement critique, a expliqué le docteur Whittaker. Lors de la visite de Jem, fin février, alors qu'ils observaient Milo explorer prudemment un enclos intérieur, sa jambe autrefois cassée, supportant désormais son poids avec seulement une légère boiterie. Les prochaines semaines détermineront si la réhabilitation en vue d'une libération
reste une option viable. Jem hocha la tête, regardant le jeune lynx. Roux avec des émotions mitigées. Une partie d'elle-même voulait désespérément que Milo retrouve pleinement sa nature sauvage, pour pouvoir le rendre à sa mère comme promis. Une autre partie, qu'elle hésitait à reconnaître, même à elle-même, s'était attachée au chaton fougueux avec ses oreilles touffues et son pelage tacheté. Et la mère? Demanda-t-elle en se tournant vers le docteur Whittaker. Elle revient encore dans ma cabine. Presque tous les soirs. Parfois, elle reste assise sur le porche pendant des heures comme si elle attendait. L'expression du vétérinaire était compatissante mais réaliste. Les lynx roux sont solitaires par nature en dehors de la saison de reproduction et de l'élevage des chatons. Le lien entre la mère et sa progéniture diminue naturellement à mesure que les chatons grandissent. Dans la nature, ils se séparent généralement complètement vers l'âge de 9 à 12 mois. Ainsi, même si Milo pouvait être libéré, il pourrait ne pas retrouver sa mère. Il est possible qu'ils se reconnectent, surtout s'ils sont relâchés sur son territoire d'origine, mais il est également possible qu'ils finissent par établir des territoires séparés, comme ils le feraient naturellement. Cette information a donné à Jem beaucoup de matière à réflexion alors qu'elle retournait à sa cabane ce soir-là. Le récit émotionnel qu'elle avait construit sur la réunion d'une mère et de son enfant pourrait ne pas correspondre aux réalités biologiques du comportement du lynx roux. Pourtant, l'image de la mère lynx roux attendant sur son porche, comprenant d'une manière ou d'une autre que Jem avait pris son chaton pour obtenir de l'aide restait puissante. À la mi-mars, alors que les montagnes commençaient à montrer les premiers signes timides du printemps, le personnel du Centre de protection de la faune a fait son évaluation finale des perspectives de réhabilitation de Milo. Nous avons consulté des spécialistes de 3 autres établissements, a déclaré le docteur Martin à Jem, lors d'une conférence téléphonique à laquelle participait le docteur Whittaker. Le consensus est clair. Milo a développé un niveau d'accoutumance au humain qui le rend inapte à être relâché, même si Jem s'était préparé à ce résultat. L'entendre officiellement annoncé lui a envoyé une vague de tristesse. Alors, que se passe-t-il maintenant? Il existe plusieurs réserves fauniques dotées des installations adaptées aux lynx roux. Le docteur Martin commença, mais le docteur Whittaker l'interrompit doucement. Ou, dit-il, voici votre demande d'inscription au programme de réadaptation à domicile. Jem avait soumis les documents des semaines plus tôt, commençant simultanément les cours requis et consultant les entrepreneurs sur la construction d'une enceinte appropriée sur sa propriété. Cela semblait alors être une possibilité lointaine, un plan de secours qui, elle, espérait, ne serait pas nécessaire. Vous avez complété les exigences initiales de certification en un temps record. Le docteur Martin a noté, votre propriété est idéalement située avec un espace approprié et des caractéristiques naturelles, et votre expérience en droit de l'environnement, bien que sans rapport direct, démontre un engagement envers la conservation de la faune que le comité d'examen a trouvé convaincant. Vous dites que ma candidature a été approuvée? Jem demanda, osant à peine espérer. Ou certaines conditions, oui, sous réserve de l. Achèvement du cours de certification avancée et de la construction d'une enceinte, répondant à toutes les spécifications pour le logement permanent du Bobcat. Les 6 semaines suivantes se sont écoulées dans un
Flou d'activité. Jem s'est investi dans l'accomplissement des exigences de certification en absorbant des informations sur le comportement du lynx roux, la nutrition, les besoins d'enrichissement et la surveillance de la santé. La construction de l'enclos de Milo, une zone spacieuse intégrant des éléments naturels comme des arbres, des rochers et un petit ruisseau artificiel, a progressé rapidement, malgré des retards météorologiques occasionnels. Tout au long de cette période, la mère lynx roux a continué à visiter la cabane de Jem, bien que moins fréquemment à mesure que le printemps avançait et que les proies naturelles devenaient plus abondantes. Elle ne s'approchait plus du porche, mais apparaissait souvent au bord de la clairière, observant la cabane, avec ses yeux ambrés indescriptibles avant de se fondre dans la forêt de plus en plus verdoyante. Lors de ses visites, Jem lui parlait doucement depuis le porche. « Il va bien, disait-elle. Sa jambe est guérie. Il reprend des forces. » Les mots n'avaient aucun sens pour le chat sauvage, bien sûr, mais ils aidaient Jem à gérer ses sentiments complexes à propos de la situation. La gratitude qu'elle ressentait envers cette magnifique créature qui lui avait fait confiance. La tristesse de ne pas pouvoir tenir sa promesse exactement comme prévu, et l'espoir que sa solution alternative puisse encore honorer cette confiance d'une manière ou d'une autre. Fin avril. Alors que le laurier des montagnes commençait à fleurir et que l'enclos de Milo était enfin terminé, Jem a fait le voyage jusqu'au centre de la faune une dernière fois. Pas en tant que visiteur, mais pour ramener Milo à la maison. Le jeune lynx roux, maintenant âgé de près de 8 mois, est considérablement plus grand que lorsqu'elle l'avait mis pour la première fois dans la cage de transport pour animaux de compagnie ce matin enneigé de janvier. Voyageait dans une caisse de transport spécialisée. À l'arrière du SUV de Jem. Le personnel du centre animalier avait préparé Jem et Milo à la transition. Aussi minutieusement que possible, mais le moment de leur libération dans leur nouvel enclos était toujours tendu. Jem se tenait bien en retrait en tant que médecin. Whittaker, qui les avait accompagnés pour superviser le processus, a ouvert la porte de la caisse et s'est éloigné. Pendant plusieurs longues minutes, Milo resta à l'intérieur de la caisse, seul son nez étant visible, alors qu'il sentait son nouvel environnement. Puis, avec la prudence et la délibération caractéristique de son espèce, il émergea. Ses mouvements étaient fluides, elle, ancienne blessure n'étant évidente que dans la coloration légèrement différente de la fourrure, qui avait repoussé sur la plaie guérie. Jem retint son souffle tandis que Milo examinait son nouveau territoire, se déplaçant progressivement de la zone couverte près de la caisse pour explorer les espaces ouverts, les structures d'escalade et les cachettes incorporées dans la conception. Il a montré un intérêt particulier pour le petit ruisseau, s'approchant prudemment pour tremper une patte dans l'eau courante avant de sauter en arrière, puis s'approchant à nouveau, avec plus de confiance. « Il l'accepte, docteur. » dit doucement Whittaker à côté de Jem. « C'est très bon. » Les jours suivants, Jem observa Milo s'adapter à son nouveau foyer, suivant les protocoles rigoureux établis pour minimiser accoutumance tout en veillant à ce que ses besoins soient satisfaits. Elle lui fournissait de la nourriture grâce à des systèmes spéciaux de distribution qui l'empêchaient de l'associer directement au repas, entretenait ses objets d'enrichissement et surveillait son état de santé à distance, tout en poursuivant son travail photographique habituel et en restant à elle. Écoute des visites de la mère lynx. Près d'une semaine après elle
Arrivée de Milo, la mère réapparut. Enfin, Jem l'aperçut au crépuscule, émergeant des buissons à la lisière de la forêt, comme elle l'avait fait maintes fois auparavant. Mais ce soir-là, au lieu de s'attarder à la limite de la clairière, le lynx se dirigea résolument vers elle. Enclos spécialement aménagé sur le côté de la propriété. Jem observa la scène depuis sa véranda. Appareil photo à la main, mais oublia la scène. La mère lynx roux s'est approchée d'eux. L'enclos avec précaution, faisant le tour de son périmètre une fois avant de s'arrêter dans la section la plus proche de la forêt. Grâce au maillage spécialisé, elle et Milo se sont retrouvés face à face pour la première fois depuis près de 4 mois. Ce qui s'est passé entre eux, Jem ne pouvait pas le dire. Les deux chats restèrent immobiles, leurs yeux ambrés fixés l'un sur l'autre dans une communication silencieuse. Après quelques minutes, la mère lynx roux s'est assise sur son ventre, toujours face à l'enclos. À l'intérieur, Milo reflétait la position. Les larmes montèrent aux yeux de Jem, alors qu'elle assistait à ces retrouvailles, différentes de ce qu'elle avait promis ce matin désespéré de janvier. Mais peut-être pas moins significative. La mère avait amené son enfant blessé au seul secours disponible et, contre toute attente, cet enfant avait survécu et s'était épanoui. À la tombée de la nuit, la mère lynx roux s'est finalement levée et s'est retirée à la lisière de la forêt. Mais elle n'a pas complètement disparu. Au lieu de cela, elle s'est installée dans une parcelle de lauriers de montagne avec une vue dégagée sur l'enceinte, sa forme visible. Dans le clair de lune croissant, le schéma s'est poursuivi dans les jours et les semaines qui ont suivi. La mère lynx roux lui rendait régulièrement visite, s'approchant parfois de l'enclos pour s'engager dans cette communion silencieuse avec Milo, parfois observant simplement à distance. Elle ne s'approcha plus jamais directement de la cabane, gardant la distance prudente appropriée à sa nature sauvage. Mais elle semblait accepter, peut-être même approuver l'arrangement que Jem avait créé. Au milieu de l'été, alors que Milo atteignait sa taille et sa coloration adulte, les visites de la mère devinrent moins fréquentes, conformément à la séparation naturelle qui se serait produite s'ils étaient tous deux restés dans la nature. Mais elle n'a pas complètement disparu de leur vie. Même un an plus tard, les caméras de surveillance installées par Jem capturaient parfois des images de la femelle lynx roux patrouillant le bord de la propriété, s'arrêtant parfois près de l'enclos avant de continuer son chemin solitaire. Pour Jem, cette connexion continue était la confirmation finale qu'elle avait, à sa manière, tenu sa promesse. Elle n'avait pas rendu Milo directement à sa mère ou à la nature, mais elle avait créé un espace où il pouvait vivre en sécurité tout en conservant un certain lien avec ses origines. Elle avait honoré la confiance placée en elle ce matin enneigé de janvier, lorsqu'une mère désespérée avait défié son instinct pour demander l'aide d'un humain, alors qu'elle rédigeait son 3e livre de photographies animalières, qui comprendrait des images remarquables de Milo et de sa mère. Jem réfléchissait souvent à elle. Extraordinaire chaîne d'événements qui les avait tous réunis. Son simple geste de laisser de la nourriture à un lynx roux affamé a initié une relation qui a remis en question les frontières conventionnelles entre animal sauvage et animal domestique, entre intervention humaine et processus naturel. Ce n'était pas une solution parfaite. Rien de ce qui implique l'intersection complexe entre la vie humaine et la vie sauvage ne pourrait jamais exister. Mais, dans son imperfection, dans les compromis
et les adaptations faites par toutes les parties. Il y avait une beauté profonde que Jem a capturée non seulement dans ses photographies, mais dans sa vie quotidienne parmi les montagnes, où une mère sauvage errait encore librement et son fils vivait en sécurité, sous la garde de l'humain en qui elle avait, contre toute attente, choisi de faire confiance. Au final, le plus beau cadeau n'avait pas été Milo lui-même, même si Jem chérissait sa présence dans sa vie. Le véritable cadeau avait été la confiance d'une créature sauvage. Une confiance qui a transformé la compréhension de Jem de sa place dans le monde naturel et a approfondi son engagement à protéger l'équilibre délicat entre l'existence humaine et la conservation de la faune dans ces anciennes montagnes qu'ils appelaient tous leur foyer.